Bienvenue à tout le monde à l'Avocat et le Diable. Vendredi le 9 juin, beaucoup d'émotions sur le plateau et on souhaite bon succès à nos collègues Jean-François Barry, Marie-Soleil Michon et Caroline Proulx qui quittent, coûte que coûte, Caféine pour aller relever de nouveaux défis dans d'autres réseaux. Oui. Exactement. Alors, ce matin, comment allez-vous dans ce jour de pluie, ma belle Geneviève? Pas trop mal, mon excellent Stéphane. Pas oui, trop mal. Excellent. Moi, c'est le contenu, puis toi, c'est le contenant, quoi. C'est ça. Bien là, on change. On peut alterner. On peut alterner, c'est ça, interchanger. Dans nos petites nouvelles ce matin, toujours les imbécilités du jour. Alors, on apprend que Karla Homolka voulait s'appeler Tremblay. Attends, mieux encore. Émilie Chiara Tremblay. Ou Chiara. Ça, je trouve que ça a l'air d'un nom d'actrice porno, danseuse, tu trouves pas? C'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, tu sais que pour changer de nom, ça prend des raisons très strictes et c'est pourquoi ça a été refusé par le directeur de l'État civil. Ça prend un motif très sérieux. Premièrement, quand le nom est très difficile à prononcer, par exemple, quelqu'un vient d'un pays étranger et veut se fondre dans la masse, et quand on s'appelle Abou Moussa Belzarkaoui, ça peut aider au changement de nom. Abou Moussa Belzarkaoui, moi je l'ai pratiqué au moins 30 minutes devant mon miroir. Abou Moussa Belzarkaoui. Ou si le parent est assez imbécile pour appeler son enfant Spatule. Comme c'est arrivé au Québec, un enfant s'appelait Spatule, le directeur de l'État civil a refusé l'enregistrement. Ou quand on est un ancien délateur et on veut pas se faire tuer par les Hells, on peut changer de nom. Mais Karla, c'est une belle sentence de garder son nom, ça, dans la société. Ben en fait, c'est d'assumer les gestes, qu'on a commis. Oui. Karla Homolka, je pense pas que ce serait légitime que cette femme-là puisse se promener en toute impudence, surtout quand on sait que les tribunaux il y a eu des erreurs. En fait, des erreurs. Un laxisme, là, je pense qu'on peut un certain laxisme ou le fait que les tribunaux se soient entendus sur son dos, là. Oui, mais sur son dos? Ben, ils se sont entendus, ben oui. Moi, ce qui m'inquiète au Canada, c'est que Karla Homolka, moi, je pense, en tout cas, qu'au Québec, elle est devenue un sexe symbole. Arrête. Pour des pervers? Oui. Pour des pervers, mais pas pour des gens normalement constitués, là. Excuse-moi, un homme normalement constitué, il ne tripe pas sur une meurtrière. Non, je te jure, on ferait un sondage dans l'anonymat, là. Gardons le nom anonyme, on serait surpris des résultats. On serait surpris des résultats. Alors, parlant d'un esprit tordu à l'autre, Jacques Villeneuve ne veut pas se marier au Québec parce que pour lui, la femme doit porter le nom de son mari. Apparemment, c'est bon pour les valeurs familiales et c'est bon pour élever un enfant que la femme abdique son nom. Comprends-tu ça, toi, cette affaire-là? Qu'est-ce que tu penses que je pense de ça? C'est arriéré, ça. Est-ce que tu veux vraiment mon avis là-dessus? Depuis les années 80, qu'on n'a plus le droit pour la femme de changer son nom en celui de son homme. Mais c'est quelqu'un qui disait ça dans notre meeting ce matin, puis je trouvais ça assez juste. C'est vrai qu'au Québec, il y a des lois pour empêcher tout le monde de faire. Il faut toujours que les gens soient enrégimentés dans quelque chose. Et là, au Québec, on n'a pas le droit. Donc, en fait, Tu aimerais ça porter le nom de ton chum, toi? J'aurais pas de mal avec ça, mais la question, c'est pas ça. Une féministe qui vient de dire ça, est-ce qu'on peut remettre le tape, s'il vous plaît? Oui, mais le féminisme ne tient pas à des détails de la sorte, là. C'est des symboles? Oui, c'est des symboles, mais ça peut aussi être des détails. Je veux dire une chose que je trouve encore plus confondant dans le cas de Jacques, c'est qu'il se fait un représentant de la loi et l'ordre, il aime la tradition. Oui. C'est pour ça qu'il veut que sa femme garde son nom. Puis tu sais qu'il l'a mariée. Mais par ailleurs, il l'a mariée enceinte. C'est ça que et après 6 mois de fréquentation, c'est quand le divorce? Je sais pas si je parle. Puis lui, il trouve ça que l'idée du divorce est terrible, mais moi, c'est l'idée de se présenter comme un traditionnaliste et de se marier alors que sa femme est enceinte. J'ai un peu de misère. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Penses-tu que c'est un mariage forcé, cette affaire-là, vu qu'elle est enceinte? Non, je pense que Jacques a les moyens de s'organiser avec des grossesses non désirées. Oui. Excuse-moi. Si c'était le cas, je pense qu'il y a les moyens. Tu dis que les féministes ne tiennent pas à garder leur nom nécessairement, mais est-ce que les féministes ont renoncé au port du soutien-gorge aussi? Pas du tout. Je ne suis pas les féministes, premièrement. Non, je parlais des féministes. Je sais pas ce que tu sens visé quand on parle des féministes. Non, mais écoute, je suis féministe, mais je ne suis pas les féministes. Ouais. Et en même temps, le féminisme, c'est pas un dogme. C'est pas comme la religion catholique. Non, chaque femme peut interpréter ça à sa façon, selon ses valeurs. C'est ça, c'est un peu comme la charia. Selon sa vie du moment. Oh. T'es plein de mauvaise foi parce que t'es plein d'émotions mal contenues. Oui, c'est vrai. C'est toujours dur, les départs de collègues. Enfin, mais qu'est-ce que on va passer au travers. Alors, je pense. Vous avez peut-être vu dans les journaux depuis hier, il y a une réunion étrange qui se passe à Ottawa, en banlieue. C'est le groupe Bilderberg qui a été fondé en 1954 par les grandes têtes couronnées. Et les grands Richards de cette planète, je parle pas de Richard Desmarais, là, je parle de ceux qui contrôlent. Vous savez, il y a toujours eu des rumeurs à l'effet qu'il y avait un culte occulte et satanique. Un gouvernement mondial, Le gouvernement mondial, les Illuminati, 666,
ordo seculum spectrum sur le dollar américain, l'œil qui vous regarde, les francs-maçons et tout ce que vous voulez. Alors, ces gens-là sont réunis à Ottawa, Rockefeller et compagnie, la reine Béatrix des Pays-Bas devrait être là. Qu'est-ce que t'en penses? Il doit avoir de puissants hommes d'affaires. Oui. Mais est-ce que ça devrait être public, ça, ou si ça nous regarde pas? Oh non, moi, je trouve que ça nous regarde. Moi, je pense que c'est important qu'on... Je trouve que... Je sais pas ce que ça va changer qu'on le sache, là, mais je trouve que c'est important qu'on le sache. Moi, quand je vois, par exemple, les limousines défiler avec les vitres... Non, avec les... Ça m'excite pas. Avec les vitres teintées, je me dis, comme c'est étrange. Pourquoi? Et j'ai entendu aussi un porte-parole aujourd'hui. Je peux-tu te dire que je les comprends, ces gens-là? C'est un caractère de secret. Oui, je les comprends. Qui est louche. On n'est pas dans des... L'apparence de secret dans nos sociétés, c'est toujours louche maintenant. Puis je peux comprendre pourquoi. Ouais. Mais oui, tout à fait. Et je voyais hier une espèce de représentant des relations publiques. En fait, un gars qui venait faire du damage control, à mon avis, un gars qui avait été très près de, je pense, de Brian Mulroney à l'époque, ou du Parti conservateur, et qui disait, dans ces réunions-là, jamais n'est sortie une idée vraiment importante qui a changé quelque chose ou qui a eu un rapport avec des événements politiques. C'est sûr que Jean Chrétien assistait à ça à l'époque. Peut-être. Moi, je suspecte, tout d'un coup, qu'on va là-dedans, à cet hôtel-là, puis c'est un gros gangbang, au fond. Oh, Stéphane, ça, c'est tes obsessions personnelles que tu ne cesses de nous mettre dans la figure. Dans la figure? Oui, continue. Ça, c'est comme la une du journal Summum du mois dernier. Vous savez, c'est une revue du mois de juin. Summum avec des belles filles. Et la manchette, c'était « Cet été, faites gicler votre crème solaire ». Alors, parlant de giclage, on va parler du Parti québécois qui continue à gicler ses idées à gauche et à droite. Après avoir ouvert une brèche dans l'enseignement privé, doit-on retirer les subventions à l'enseignement privé? Monsieur Sylvain Simard, député dans le coin de Sorel, a décidé de faire marche arrière. Il faut éviter ce débat-là. Pourquoi, d'après toi? Bon, il fait marche arrière parce qu'il voit que c'est pas payant au plan électoral de lancer des affaires comme ça, puis que c'est pas important à ce moment-ci. Ben, c'est gênant aussi. Quand tu sais que Boisclair est allé à Brébeuf... Ça n'a rien à voir. Quoi? C'est subventionné, Brébeuf? Oui. Tu y es allé et j'y suis allé. Ah, et Sylvain... Ben, tant que les filles étaient acceptées, tu es allé là, toi? Au cégep. Plusieurs années avant toi. Mais ce que je veux dire sur Sylvain Simard, il peut flaser tant qu'il veut là, dans son volte-face. Flaser? Flaser, là, tu sais. C'est des flatulences? Non, les Québécois comprennent ça veut dire un flaseux, là, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de mots et qui peut jouer avec les mots et tout ça, interpréter les mots. Mais Sylvain Simard a une grande qualité. Oui. Toi, t'arrêtes pas de te plaindre qu'on est un peuple de... Il parle à la française. Il parle pas la française. Cet homme s'exprime dans un français parfait et au lieu de le critiquer, tu devrais plutôt l'encourager. Tu serais cohérent à ce moment-là parce que c'est toi qui parles des gueules molles de Québécois. Oui, et voilà un homme qui s'exprime très bien. Ça, c'est un ancien prof de roman policier à l'Université d'Ottawa. Un gars qui parle à la française comme Zonzon Baudouin. Louise Baudouin, Zonzon. Il ne parle pas la française. Je pense pas qu'il y a un accent. Ça, c'est comme Diane Tell qui va rester à Biarritz quelques mois par année puis qui vient du fin fond de l'Abitibi, mais revient avec un accent à la française. T'aimes ça, toi, la française? Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. On est très... Je trouve que juger les gens sur les accents... Mais pourquoi se dénaturer? Moi, je suis fier de mon patois. Moi, quand j'entends parler mon père de la Gaspésie, là, j'adore ça. C'est comme une musique à mes oreilles. Je trouve ça extrêmement pittoresque, tout comme les gens de Joliette et tout ça. Je trouve ça très pittoresque. Je trouve ça extrêmement pittoresque, mais on peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a quand même une musique à entendre des gens qui parlent bien. Et tu es très mal placé pour critiquer ça parce que tu passes ton temps à dire qu'au Québec, on parle mal, on n'a pas de culture. Attention, oui, mais moi, je suis fier de mon patois. Ben oui, mais moi aussi. Tel quel, le tien? Moi aussi, c'est une bénite. Ah oui. Bon, on va parler des soccer. On va parler du soccer. Alors, la Coupe mondiale commence à midi, heure normale de l'Est. On est-tu à l'heure normale ou à l'heure avancée? On est à l'heure avancée, heure avancée de l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, a émis un communiqué en direct de Radio Vatican et de l'Osservatore Romano, le quotidien de propagande de Rome, afin de dénoncer les 400 000 putes qui vont avoir des belles jambes en l'air pendant la Coupe du Mondial. Ils vont faire ça tout seuls, d'abord, hein, ces femmes-là? C'est encore drôle parce que ça coûte moins cher se payer une pute maintenant en Allemagne dans le cadre des festivités du Mondial que de se payer un billet. Donc, au fond, si vous n'avez pas de billet, faites comme moi, payez-vous une pute à Berlin et ça vous coûtera pas cher. Apparemment, c'est très plaisant, comme dirait Régent Tremblay. Un beau patois. C'est ça, et c'est légal à part de ça. Contrairement ici, les Allemands sont beaucoup plus évolués que nous. Ils ont tout légalisé ça. Tout est contrôlé. Test médical, preuve à l'appui, on s'envoie en l'air. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu connais ce vieux proverbe chinois qui dit « Le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors, doigt? Moi, je connais bien le doigt, mais je savais pas que... Regarde, on parle de soccer, on parle de quelque chose d'extrêmement rassembleur. On parle de la possibilité pour certains pays pauvres ou sous-développés de se faire valoir par le sport, même s'il y a des inégalités au niveau des... C'est quoi le rapport avec les putes, là? Il n'y en a pas. Puis c'est parce que je voulais sortir de ce sujet-là. Tu n'as pas compris? Mais c'est ça la grosse nouvelle. Mais non, c'est pas ça la grosse nouvelle. Pour que notre Saint-Père, le pape, puisse intervenir avec une bulle ex-cathédra. Depuis quand tu as autant de révérence pour notre... Tu parles comme ma tante, notre Saint-Père, le pape.
ce que je voulais dire, c'est que pour les femmes, c'est un grand plaisir, le soccer, contrairement à bien d'autres sports. Oui, je sais que les femmes aiment bien ça, le soccer. Parce que les joueurs sont cute. C'est les plus cute des cute. Oui, mais moi, c'est des beaux petits bruns tout musclés, pas trop mastodontes. Découpés, pas trop gras. Ah, avec des cheveux. Fat-free. Magnifique. Mais moi, ce que je préfère, c'est le calendrier des joueurs de rugby du Stade de France. J'ai même parlé au photographe. Et je te jure, comparé au soccer, t'as rien vu. Bon, je les ai vus. Tu l'as vu? Oui, des espèces Regardez comment est-ce qu'elle est vicieuse. Ben là, oui, certains. Des espèces de... La féministe qui veut soumettre. Tu fais-tu du cheval, toi, avec ton chum? Non. Comme Madonna dans son spectacle. Premièrement, voir si je vais te répondre à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là sont magnifiques et que ces gars du Stade de France ont l'air, eux, des prostituées mâles avec les mains dans les pantalons. Puis les... Ça ressemble à Love Story? T'es-tu en train de me dire que ça ressemble à Love Story? Ah oui, avec Jérémy et ton Saint-Père le Pape, là. La dernière nouvelle, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à faire en cette fin de semaine de pluie, allez vous procurer le lundi. Gros plan sur l'actualité. Jérémy, l'album souvenir de son voyage à Rome. Dernier succès de Jérémy en page 17. Sa mère, Sylvie, il dit, il y a 3 ans de travail acharné ou 3 ans d'acharnement thérapeutique ou de harcèlement psychologique. Cette femme-là a besoin de soins, mesdames et messieurs. Elle est en train de nous rendre... Moi, je suis pas en train de devenir fou. Je suis en train de devenir folle. Je pense que quand t'es folle, c'est pire qu'être fou. Bon, dans ce cas-là. Et si vous aimez les petites photos délicieuses, à la page 16, on voit une belle photo de famille des 3 enfants de la famille Gabriel avec la maman Sylvie en petit top de bikini pour ceux qui veulent s'exciter le poil des jambes à la page... Vous voyez ici? La maman Sylvie est sur la plage, elle est quand même pas en pleine rue, là. C'est assez particulier. Il n'y a pas une maudite photo dans ce reportage-là où la maman est derrière. Mais ça... c'est qui la vedette? C'est la maman ou c'est le pauvre enfant abusé qui lançait son album hier à la Place Laurier à Québec en grande pompe? Mais pourtant, hier, c'était jeudi. Et le jeudi, on doit être en classe. D'où l'abus qui m'inquiète, moi. On a fait ça à Nathalie Simard. On lui a fait manquer combien de temps à l'école? Hein? Mais ce que je trouve pathétique, je vais te dire ce que je trouve pathétique là-dedans, c'est le fait que on sent tout à fait que là-dedans, c'est toutes les aspirations de la mère qui sont là et qui poussent son enfant et qui elle-même se trouve être valorisée par le fait même. Et ça, je trouve ça bien dangereux puis c'est pas très beau à regarder. Non, c'est triste pour l'enfant. Alors, on a eu des nouvelles de Barcelone. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Est-ce qu'on peut montrer la photo? On n'a pas la photo. Alors... Ah, mon beau Richard avec son poignet droit. Conquérant. Bien développé. Oui, papa. Alors, c'est pour nous dire qu'il passe du bon temps. Je sais qu'il y avait un message. Ah oui, c'est ça. Il a entendu la chorale d'un monastère là-bas. Et il a apparemment, pensé à toi? Ouais, non, il a pensé à Jérémy. Apparemment, Jérémy n'aurait pas pu être membre de la chorale. Si connaît la brume claire. C'est vendredi. Est-ce que tu vas me faire ça tous les vendredis, une belle petite vendredi prochain aussi, une belle petite chanson? Oui. Alors, l'enseignement de l'anglais en première année. Bravo Jean-Marc Fournier. Lui, il a l'affaire. Enfin, on sera moins borné. Savez-vous que, ma belle Geneviève, la commission scolaire New Frontier, chez nous, dans notre région, commission scolaire anglophone, fait de l'immersion bilingue depuis des années. Même, on commence ça à la maternelle. Et c'est-tu ce qui arrive quand nos anglophones sortent de cette école-là? Parfaitement bilingue. Pendant ce temps-là, la commission scolaire Vallée des Tisserands, elle, on sort du secondaire puis on est des tarés parce qu'on ne sait pas parler anglais. C'est pas une exception, ça, que les anglophones parlent parfaitement français? Moi, j'ai pas remarqué que les anglophones parlaient Dans notre région, tous les anglophones sont bilingues et ma fille est allée dans un CPE bilingue et quand elle est sortie à l'âge de 4 ans, parfaitement bilingue à l'anglais et à l'oral. Donc, bravo, pourquoi pas? Je pense que c'est une caractéristique de ta région. Il n'y a pas juste des dealers de drogue dans ta région. Donc, ça veut dire qu'on... Veux-tu que je te bénisse ce matin? Je vais t'exorciser. Ah, mon Dieu, fais attention, il y a beaucoup de travail, là. Oui. Ne fais pas ça. As-tu des essuie-glaces ou tes lunettes? Alors, c'est épouvantable de dire ça, mais tu sais-tu ce qui est encore plus frustrant, c'est que le Québécois de chousse, comme toi et moi, on n'a pas le choix d'envoyer notre enfant à l'école anglaise, alors que l'anglo de chousse, lui, a le droit. Donc, l'anglo de chousse a plus de droits que le francophone taré de chousse. Fait que nous autres, on est-tu destinés à être des co-sanguins pour le restant de notre jour? Qui a le plus d'avantages, le bilingue ou l'unilingue? Bien, le bilingue, le trilingue, le quadrilingue a 10 fois plus d'avantages. Et je trouve ça tellement petit Québec, concentrationnaire, poil aux pattes, jupe de terre cuite. Jupe de terre carré, cuite? Ces espèces de mentalité d'une autre époque. Je vais la retenir, celle-là. Qui consiste finalement... de terre cuite. Qui consiste finalement à rester dans notre petit Québec et à être entre nous. Donc, le monde exige qu'on connaisse 3, 4, 5 langues. Sûr. Et moi, si j'avais un enfant aujourd'hui, je peux-tu te dire qu'il apprendrait même le mandarin? Oui, l'espagnol. Oui, et que je lui conseillerais beaucoup d'aller voir ailleurs s'il y est. Ouais. Mais bon. Écoutez, c'est les séparatistes, là, les gens les purs et durs là, de la Société Saint-Jean-Baptiste, appelez-nous, on va pouvoir avoir une belle conversation. Et la question aujourd'hui...
Doit-on imposer l'enseignement de 2 langues dès la première année du primaire? On vous invite à nous appeler tout de suite. Réservez vos circuits 790-0874, 1877-790-3535 sur Internet www.tqs.ca au retour de la pause. Merci. Et re-bienvenue à l'émission L'Avocat et le Diable. En ce beau vendredi de fin de semaine, on s'entretient avec Monsieur Jean Dorion, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste, pour discuter de notre question ce matin. Doit-on imposer l'enseignement des 2 langues dès la première année, comme le propose le ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier? Alors, bonjour, Monsieur Dorion. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense, oui. Mon Dieu? Il faut bien se comprendre au départ. Il n'est pas question de s'opposer au fait que les gens apprennent l'anglais, premièrement. On n'a pas d'objection, nous, Société Saint-Jean-Baptiste, à ce qu'il y ait un meilleur enseignement de l'anglais et même plus d'heures d'anglais éventuellement. Ce contre quoi on en a, c'est l'idée de commencer en première année. Relativement peu de pays développés font ça. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Il y a eu des études en Angleterre, il y a eu des études au Québec même, qui montrent que l'apprentissage d'une 2e langue à l'âge de 6 ans, pour la plupart des enfants, parce qu'il peut y avoir des exceptions, bien sûr, nuit à l'apprentissage, à la maîtrise de la première langue. Chez les enfants de tout... Et ne garantit pas que l'enfant va mieux parler la 2e langue non plus. Les enfants qui l'apprennent plus tard, avec le même nombre d'heures, mais ramasser plus tard, apprennent mieux. Mais est-ce qu'on parle des enfants qui ont toutes sortes de quotients intellectuels, ou on parle d'enfants dans la moyenne ou en dessous? On parle de façon générale. Ce sont des tests qui ont été faits, par exemple, en Angleterre et qui comparent des études, des classes où on apprend le français, en l'occurrence, langue étrangère, dès la première année, et des classes où on l'apprend plus tard. Oui, mais là, vous parlez d'une langue étrangère. Ben oui. L'anglais n'est pas une langue étrangère au Québec. Là. Pardon? L'anglais n'est pas une langue étrangère au Québec. Moi, je vous donne l'exemple de ma fille. Au centre de la petite enfance Kaléidoscope, tous les enfants sont dans un environnement bilingue dès la pouponnière. Ils ressortent à 5 ans, ils sont parfaitement bilingues, sans exception. Oh, parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue, sans exception. Parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue, vous me permettrez d'en douter. On a à Montréal, il ne faut pas perdre de vue aussi un problème montréalais, celui-là. On a plus de la moitié des enfants qui entrent dans nos écoles qui parlent une autre langue que le français déjà à la maison. Oui. Et là, on leur impose une 3e langue à l'âge de 6 ans. Et moi, je ne crois pas, je n'aime jamais qu'on en fasse la preuve que ça ne nuit pas. Moi, je crois que ça nuit. Ce n'est pas pour rien. Et pour ce qui est de savoir si l'anglais est une langue étrangère ou pas, le mot étranger vous effraie peut-être, mais disons que ce n'est pas en tout cas la langue officielle du Québec, non, la langue dans laquelle on veut fonctionner comme société. C'est la langue de l'avenir, c'est la langue de l'ambition, c'est la langue qui t'ouvre les portes. C'est la langue de la globalisation. Mon plus gros handicap, M. Dorion, je suis allé dans le réseau des écoles francophones, là, puis quand je suis arrivé pour faire ma maîtrise à Boston, aux États-Unis, la première semaine je suis arrivé là, j'en braillais, parce que j'avais des livres à lire, c'était épouvantable. Puis nos enfants sortent de la commission scolaire New Frontier, chez nous, qui est anglophone, et tous les anglophones, dès la 6e année, sont bilingues français-anglais, alors que nos tarés de francophones, nous autres, kick the ball, Sandy. All right, Tom. C'est pas bon, ça. Pardon. Nous ne nous opposons pas à ce qu'il y ait un meilleur enseignement de l'anglais. Nous pensons cependant que l'enseignement précoce, tel qu'on veut le donner actuellement, nuit à la maîtrise du français et aussi a tendance à dévaloriser le français. Vous en êtes un bel exemple. Vous parlez des tarés de francophones. C'est taré de ne pas être bilingue aujourd'hui. Mais monsieur Dorion, vous ne pouvez pas dire ça sérieusement, ça dévalorise le français, dans la mesure où partout dans le monde, la première langue des affaires et la première langue des communications, c'est l'anglais. Alors, on n'a pas de particularité ici à ce niveau-là. Voyons, monsieur, c'est pas le français certain. Parlez-moi pas du Conseil de la francophonie où est-ce qu'on jase puis on philosophe, là, ça donne rien. Là, tous les organismes francophones sur la planète. Là, mais non, c'est l'anglais, la langue des affaires, la langue de la communication dans le monde en ce moment. Il faut vraiment être malhonnête pour voir ça. Est-ce que je pourrais parler? Est-ce que je peux répondre à ça? Oui, bon, parfaitement bilingue.
Oui. Alors, oui, je peux parler en français même. Je pense que je suis pas d'accord du tout avec l'idée que c'est la première langue partout. C'est absolument pas le cas. J'ai vécu 5 ans au Japon, puis la langue du Japon, c'est le japonais, et l'anglais est une langue seconde assez marginale dans la vie quotidienne des Japonais. Oui. Et bon, alors, c'est un exemple, puis il y en a d'autres. Ça n'empêche pas le Japon. Ça n'a pas empêché le Japon d'être un pays extrêmement développé, malgré des ressources très limitées. Ça n'a rien empêché le fait qu'ils fonctionnent généralement dans leur langue et que la plupart d'entre eux sont incapables de parler l'anglais. Monsieur Dorion, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Merci, monsieur. Alors, un autre point de vue, celui de Brent Tyler, ex-président d'Alliance Québec, un avocat qui s'est battu justement pour ouvrir les portes des écoles anglaises aux francophones. On l'a en ligne. Bonjour, M. Tyler. Bonjour. Bonjour, monsieur Tyler. Bonjour. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est un pas dans la bonne direction, quand même? Mais je pense que c'est une bonne chose pour les Québécois francophones. Oui. Dans le sens que, si je peux expliquer un peu notre expérience du côté anglo. Oui, parce que je me méfie quand je vous vois vous préoccuper des intérêts des Québécois francophones. Mais c'est parce qu'il y a des Québécois francophones qui viennent me voir pour avoir accès à l'école anglaise. Il faut comprendre pourquoi. Si on pose la question aux Québécois, entre 71% et 81% des Québécois, toute origine ethnique, linguistique incluse, quand on pose la question, est-ce que vous aimeriez choisir la langue d'instruction de vos enfants? Alors ça, c'est une réponse massive, 71% à 81%. Et savez-vous ce qui est inquiétant, M. Tyler, c'est que, par exemple, chez nous, la Commission scolaire New Frontier, les anglophones qui passent dans le système, comme à l'École Saint-Joseph ou à l'Académie, réussissent à être bilingues au primaire, alors que les francophones n'ont même pas cette opportunité-là. Vous avez plus de droits que nous autres, les francophones de souche. C'est assez grave. Mais effectivement, mais du côté anglo, nous avons constaté dès les années 60 la nécessité pour les jeunes anglos d'être bilingues au Québec. Avec 82% de la population québécoise, langue maternelle francophone, quelqu'un qui veut travailler en affaires au Québec, vendre des biens, des services, doit nécessairement parler le français. Mais M. Tyler, il ne le parle pas à 60. Il ne le parle pas, les anglophones de français. Il ne faut pas être... je serais surpris, Geneviève. Le taux de bilinguisme parmi les francophones n'a jamais cessé d'accroître depuis les dernières années. Donc, l'idée, c'est que et je ne suis pas d'accord avec les études qui ont été citées par M. Dorion. L'expérience du côté anglo, et ça dépend de l'enfant, évidemment. Il y a des enfants qui sont doués en matière de la langue, comme il y a des enfants qui sont doués en matière de musique et autre chose. Alors, nous avons choisi le régime préféré dans les écoles anglophones, c'est des régimes d'immersion. Voilà. Et on commence, les enfants, dans le jeune âge, sont comme des éponges, sont capables d'absorber. Tout à fait, Et voilà, le côté anglophone, l'expérience était très valorisante. On a réussi, ce serait peut-être pas parfait comme système, mais nous avons réussi à avoir des diplômés qui sont plus ou moins bilingues en 11e année après avoir passé toute leur vie scolaire. Oui. Ben oui, écoutez, c'est... En fait, plus que nos générations où nous, on sortait de nos cours secondaires, même dans des écoles privées, même dans des bonnes écoles, même dans... Non, puis on n'abandonne pas notre langue maternelle, pas du tout, où on parlait pas anglais. Tu sais, moi, à un moment donné, là, que ma fille sorte de la garderie où elle est allée bilingue, là, je veux dire, à la maison, on continue à parler en français pareil. Ben oui, ça change. Ben merci beaucoup, Maître Tyler. Bonne chance dans vos combats. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on doit imposer l'enseignement d'une deuxième langue? Moi, j'ai pas de mal. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Penses-tu que le PQ va récupérer ça à l'inverse? Pas du tout. Pas du tout. Je pense pas. Non. Ils n'ont pas intérêt à faire ça. Puis je pense pas que M. Boisclair s'en va dans ce genre de direction-là. Au contraire. On l'a pas entendu à date. Il était occupé à annoncer sa candidature hier dans Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est l'heure d'aller à la pause. Doit-on imposer l'enseignement des deux langues dès la première année du primaire? Appelez-nous tout de suite après la pause. Welcome back to this program, The Lawyer and the Devil, and we're asking you the question this morning, should be... Excusez-moi. Alors, on va passer au courriel. J'ai montré ton excellente maîtrise de l'anglais. Alors ici, Marielle, j'ai eu un petit blanc. Marielle de Québec dit, où est-ce qu'il s'en va avec ses skis, M. Dorion? Il est vraiment à côté de la map. Il devrait aller refaire ses devoirs. L'anglais est très important. Mes deux enfants sont bilingues et ils ont tous les deux belles positions. Des positions? C'est le fun. Deux seulement, c'est plate. Il y a le missionnaire puis le...
La levrette. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, qui dit qu'il est contre cette imposition. Il dit, premièrement, les enfants ont déjà de la misère à apprendre une seule langue. Là, il y a quelque chose, moi, qui me rejoint. Quand le français sera enseigné correctement, avec un assez grand nombre d'heures, à ce moment-là, on pourra exiger, à quelque part, l'imposition de l'anglais. Je suis d'accord avec l'imposition de la deuxième langue, mais il faudrait s'assurer que la première langue est enseignée comme ça. Oui, mais le français, là, les enfants le parlent déjà quand ils rentrent à l'école. C'est la job des parents de leur montrer la langue maternelle. Je ne suis pas certaine de ça. Moi, j'enseignais au secondaire, dans une école publique pendant de nombreuses années, et je demandais souvent aux enfants... à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud. Et je demandais souvent aux enfants en boutade, êtes-vous sûr que le français, c'est votre langue maternelle? Parce que c'était tellement difficile. Ben oui, c'est la faute des parents. Mais on a beau dire, on veut parler l'anglais, mais si on parle un français de bord de chaise, c'est pas mieux. Ah, toi, t'es pour le français à la Sylvain Simard, là, vous savez, ou de Zonzon Baudouin? Non, je suis pour un français correct. Oui. As-tu déjà entendu Louise Baudouin sacrée? Moi, j'ai eu ce privilège-là, moi, de l'entendre sacrer, parce que je me promenais à un moment donné avec elle. Le Christ de tabernacle, il fait chaud dans cette limousine. Alors, on s'adresse maintenant à Stéphanie de l'Annonciation. Bonjour, ça va bien? Qu'en pensez-vous, Stéphanie? Oui, ça va bien. Oui. Bonjour. Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord. Oui. Par rapport à ce que j'ai 30 ans. Je ne parle pas un mot anglais. Arrêtez donc. Je suis bien sérieuse, même. Au fond, l'école, ça n'a pas marché comme ça n'a pas marché pour personne. L'enseignement de l'anglais à l'école, dans notre temps, on a quasiment le même âge. Là. OK. Avez-vous appris l'anglais au primaire? On n'avait pas grande étude comme aujourd'hui. Les enfants à l'école, moi, j'ai 2 adolescents. Oui. J'en ai un qui est en secondaire 1. À l'école, on me dit qu'il parle parfait, que ça va bien. Il n'y a jamais d'études, jamais de devoirs en anglais. Mais d'après vous... Est-ce qu'il y en a en français? Oui. Pardon? Est-ce qu'il y a des devoirs en français? Parce que des études... Pas plus. En maths, il n'y a rien. Est-ce qu'il peut quand même se débrouiller en anglais? Vos 2 garçons peuvent se débrouiller, vos 2 ados? Ou c'est... Ma fille et mon garçon, je peux pas vous dire, parce que comme je vous dis, moi, je ne parle pas anglais, pas en tout. Je sais juste yes puis no, là, puis encore. Ouais. Faut pas me poser de questions parce que je comprends rien. J'ai de la misère à me trouver un emploi. Mais vous pouvez pas l'apprendre par vous-même. Il y a toutes sortes de méthodes assez simples, assez faciles. J'ai essayé, mais si vous saviez comment, pour moi, c'est du chinois. Puis on a un complexe, il faut dire quelque chose. Les Québécois, souvent, on est gênés parfois de parler anglais, ou certains sont gênés de parler anglais parce qu'on n'a pas l'accent adéquat. Puis puis quand on l'a pas appris jeune, plus on vieillit, plus on développe des complexes. C'est vrai, mes 2 blondes ont été dans mon enfance, personne ne parlait anglais. C'est ça, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas les émissions en anglais. Vous vous sentez un peu handicapé. C'est vrai que c'est un handicap. Très handicapé. Je ne sais pas si vous essayez de vous trouver de l'ouvrage, ça ne marche pas, là. Oui. Bonne chance, Stéphanie. Okay. Merci. Puis même à quelque part, quand vous avez certains types d'emplois, même dans tous les milieux au Québec, quand on a à s'adresser à des gens de Toronto, des gens des États-Unis, c'est toujours nous qui devons parler Peux-tu anglais. dire, moi, la relance de la ville chez nous, ça s'est tout fait en anglais. Exclusivement en anglais. On n'a pas parlé en français une fois, puis on n'a pas d'affaire à parler en français. Alors, on s'adresse maintenant à José. Bonjour, José de Gatineau. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, bonjour. Moi, j'ai une grosse opinion sur ce sujet-là. Oui. J'ai 2 côtés de la médaille. Oui. Moi, premièrement, j'ai 3 enfants d'âge scolaire. Oui. Si je regarde la différence, j'en ai une de 15 ans, puis mon plus jeune a 6 ans, puis mon jeune de 6 ans est parfaitement bilingue, puis ma fille, elle a beaucoup de misère. Oui. Fait que je regarde la différence de société de 15 ans passés et de maintenant. Je trouve que les enfants, maintenant, la langue anglophone, c'est plus une langue secondaire, c'est une langue nécessaire. Ben oui, parce que dans la classe de mon fils, la moitié sont des anglophones. Fait que s'il comprend rien, l'association des amis, là, c'est très, très, très difficile. Oui. Je trouve qu'ils n'ont pas le choix, là. C'est quasiment un handicap social maintenant de ne pas parler anglais. Pensez-vous que votre fille de 15 ans va en arracher plus dans la vie à cause de ça? Je trouve qu'elle va avoir beaucoup plus de misère parce que tu vois, maintenant, elle a déjà commencé un petit emploi 2 jours, 2 soirs semaine. Puis il y a des fois qu'il y a des clients qui lui parlent en anglais, elle se débrouille, mais c'est vraiment borderline, là. Tu sais, elle a de la difficulté un petit peu, là. Ils appellent ça d'ailleurs la génération yes, no toaster. Oui, il paraît qu'ils savent à peu près 3 mots, là, tu sais. Oui, c'est quasiment ça. Se débrouille un peu mieux que ça. Sauf que je trouve que ça serait beaucoup mieux pour elle d'être vraiment, là, bilingue. Je trouve qu'on n'a pas le choix. Partout où on va, c'est maintenant des villes bilingues. Les gens, il y en a partout. On n'a pas le choix, là.
Puis même à la limite, si on veut être renseigné, là, il faut écouter la télévision en anglais. Il ne faut pas juste se concentrer sur notre petite télévision. On s'entend que les salles de nouvelles francophones, là, c'est bien beau, on fait avec ce qu'on a, là, mais c'est pas comparable aux grands réseaux américains ou aux grands réseaux anglais de la planète. L'information est devenue tellement plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a... Oui, puis ça va très vite. Mais merci, José. Bonne chance. Alors, on s'adresse maintenant à Dominique de Montréal-Nord. Bonjour, Dominique. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, est-ce qu'on enseigne l'anglais? Oui, absolument, dès la première année. Oui? Oui. Puis l'étude que M. Saint-Jean-Baptiste a dit, là, il est plein de bullshit parce que moi, j'ai des neveux et nièces qui ont appris 4 langues dès la naissance. Mais oui, des enfants intelligents. À moins que c'est, comme vous dites, là, des retardés complets. Il n'y a aucune raison qu'un enfant ne peut pas apprendre parce que ce sont des éponges. Le plus de langues qui sont exposés, ils vont les apprendre. C'est la nature humaine d'apprendre. Mais je vous cacherai pas, là, par exemple, ma fille, entre 2 et 4 ans, là, elle parlait le franglais. Là, mais à un moment donné, vers l'âge de 4 ans, là, ça c'est exactement, le cerveau s'est dissocié. C'est ça. Je pense que la plus grande question, c'est que pourquoi que les gens en pouvoir ne veulent pas faire apprendre l'anglais. Simplement parce que l'ignorance, ça leur garantit une victoire possible, future au séparatisme. En fait, c'est du dogmatisme aussi, c'est des idées fixes. Là. Exactement. Et puis, pour l'étude qui a supposément sorti de l'Angleterre, le grand ennemi du Québec, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine d'autres qui disent le contraire. Moi, l'argument des études, là, je trouve toujours ça bien embêtant. Ça, c'est comme les avocats avec les opinions juridiques. Tu payes un avocat, il va te dire ce que tu veux entendre. Ça s'arrête là. Merci, Dominique. Donc, on s'en va à la pause et on vous pose la question aujourd'hui. Doit-on imposer l'enseignement des 2 langues dès la première année du primaire? Voilà. Alors, doit-on imposer l'enseignement des 2 langues dès la première année du primaire? J'ai ici un courriel tellement savoureux à vous lire. J'en ai un aussi. Je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah oui, ici. Alors, Marie Tremblay, exactement. Ben oui, Marie Tremblay, évidemment, de Montréal. Monsieur Gendron, de traiter les gens de tarés parce qu'ils ne parlent pas l'anglais démontre votre étroitesse d'esprit. Votre pensée n'est qu'un ramassis de préjugés, de clichés. Vous êtes un colon colonisé. Moi, tout ce que je dis, là, c'est que la personne qui veut pas devenir bilingue, elle est tarée. Taré dans le sens de tâche, de maladie que tu traînes, de handicap pour le restant de tes jours. Il te manque quelque chose. Voilà la signification française du mot taré, Madame Tremblay. Vous devriez connaître votre dictionnaire français avant de chier sur la tête des autres. Moi, je ris tellement parce que j'ai un bon monsieur Villeneuve ici, un Gaétan de Saint-Jérôme. Et comme tous les bons défenseurs de la langue française, son courriel commence par un savoureux ciboire. C'est notre patrie et notre identité qui nous coulent entre les doigts. On va former notre jeunesse à l'anglaise. C'est bien sûr que s'il y a bien de la business qui se passe en anglais, que former, plein de fautes d'orthographe, que former nos jeunes est avantageux pour les Anglais. Alors, ça, c'est ceux qui sont excités dès qu'on prononce le mot nation. Ça, c'est des défenseurs de la langue française. Plein de fautes d'orthographe, un beau sac. Nous voilà bien partis. Ils voient le drapeau des patriotes, puis ils ont déjà une érection. Bon. Stéphane. Alors, Monique d'Anjou. Bonjour, Monique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la langue? Moi, je suis tout à fait en accord en première année, mais j'irais plus loin, je dirais même, dès qu'il rentre en milieu scolaire. La séparation familiale, le noyau familial avec scolaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai 2 enfants. J'en ai un qui est rendu d'âge de 20 ans et j'ai dû me battre pour qu'ils deviennent bilingues. Aujourd'hui, j'en suis très fière, mais j'ai pas eu de soutien et d'aide. Donc, il y avait les notes en milieu scolaire pour le faire entrer en immersion anglaise, mais on est rendu à l'adolescence. Hein? C'est tard un peu. L'adolescence et le changement d'identité ou peu importe. Ça rajoute ça rajoute un stress énorme, mais aujourd'hui, rendu à l'âge où il est rendu 20 ans, il en est très fier et il est très bien placé. C'est un héritage, ça, que vous y avez laissé, c'est bien, ça. Mais alors, j'en ai une autre de 15 ans, mais elle a des problèmes d'apprentissage. Donc, elle peut pas suivre le même chemin, elle peut pas suivre les mêmes traces, puis aujourd'hui, malheureusement, yes, puis non, ça veut peut-être tout ce qu'elle est capable de faire. Mais elle n'est pas la seule, hein, dites-vous ça. Ils sont beaucoup, troubles d'apprentissage ou pas, là, à avoir aucune notion presque d'anglais. Oui, mais c'est
Mais ça vaut l'effort quand même. Oui, mais c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Puis quand moi, ils ont rentré à l'école, je me suis battue avec le ministre de l'Éducation pour les rentrer, car je trouvais ça injuste et on me barrait partout. Oui, moi-même, j'ai fait la même demande, puis il n'y en était pas question, étant donné que j'étais de souche francophone. C'est exactement. Zéro. Fait que je suis vraiment pour que ça commence même, comme je vous disais, dès qu'ils quittent la maison puis qu'ils rentrent à l'école, donc en pré-maternelle. Merci beaucoup, Monique. D'accord. Au revoir. Maintenant, on parle avec Daniel de Montréal. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la langue ici? Est-ce qu'on se la tourne 7 fois avant de parler? Moi, je suis un séparatiste. Ah, bienvenue, enfin. J'espère qu'on va l'avoir notre pays, mais je suis en accord avec l'éducation en anglais en première année. Le plus tôt possible. Puis, on est au moins une dizaine d'années en arrière. Bien, ça, c'est une belle ouverture d'esprit, ça. Tout à fait. On est une dizaine d'années en arrière. Il a raison, monsieur. Parce que moi, j'ai comme principe que nos enfants, il faut qu'ils parlent plus qu'une langue. Puis, moi, j'ai une fille de 7 ans. Oui. Puis, qu'elle écoute la TV en anglais, je suis heureux. Je comprends. Mais là, l'optique de la séparation, ça, c'est intéressant parce que si on veut vraiment devenir séparé un jour souverain, il faut toujours bien performer sur la scène internationale, attirer des investissements, faire rouler l'économie. Tout à fait. Et ça va se faire en anglais. C'est pas parce qu'on va abandonner notre langue maternelle, là, Daniel. Non, au contraire. Ça se passe pas là, l'identité. Je trouve que c'est même donner une culture de plus à notre langue. Ben oui, exactement. D'arrêter d'être dans l'ignorance. On veut défendre nos enfants. Ben oui, puis de vivre en vase clos. Ben oui. Ben merci, Daniel. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, Brigitte de Chibougamau. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je trouve que c'est important dès la première année. Oui. Parce que moi, j'ai 2 enfants. Oui. J'en ai un au secondaire qui se débrouille très bien parce que j'ai appris moi-même. OK. Puis j'ai ma fille qui est en 3e année, puis elle a beaucoup de misère. À l'école primaire, il n'y a pas beaucoup. Ben là, en 2e année, vous dites? 3e. 3e année, donc c'est ses premiers cours. Est-ce que c'est la difficulté d'apprentissage ou d'apprentissage de l'anglais? De l'anglais. OK. Comment vous faites pour l'aider? Ben moi, à la maison, j'écoute juste la télévision en anglais. Oui, ça fait une espèce d'atmosphère, c'est bon, ça. Oui. Puis moi, où j'habite, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Non, chez Bougamou, c'est dans le Grand Nord, ça. Oui. Il y a même des commerces que je vois qu'il y a des Anglais, puis il faut que j'aide les employés parce qu'ils ne comprennent rien. Ah oui? Oui. Fait que je trouve que ça serait très, très, très important. Oui. Ben dites-moi donc, en passant, ça va bien toujours à Chibougamau, là? Qu'est-ce que la température qu'il fait un matin? Là, il pleut. Ah oui, il n'y a pas de neige toujours? Non. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, Brigitte. Merci. Alors, voilà, donc on va aller à la pause. Ah, j'aurais aimé ça de savoir d'avance qu'on s'en allait à Dave. Merci beaucoup. Donc, Dave, à Québec, comment ça va? Ça va très bien, vous deux? Oui. Déjà, Dave. Oui. Ah, déjà. Ça va très bien. Écoutez, du côté information, aujourd'hui, on va parler évidemment du mondial, Planète Foot. Oui. Et je pense que... Êtes-vous une partisane, Geneviève? Est-ce que vous suivez ça? Moi, je suis une partisane, tout à fait. Je suis partisane des corps, des joueurs. Alors, c'est là que ça s'arrête. Moi, comme bien des femmes. Je trouve que c'est un jeu un peu difficile à comprendre. Ben, je suis une ferme. Je ne comprends pas. J'aime bien le soccer, mais je trouve ça moins excitant que le hockey. Ah oui, mais les activités para-académiques là, autour du stade, là, les 400 000 prostituées. Ouais. OK, bon, à part ça, on va parler des moyens de pression des médecins spécialistes qui devraient être annoncés au cours des prochaines heures. Et en tribune téléphonique, quelque chose qui va certainement vous intéresser. Est-ce que vous avez lu le commentaire de Jacques Villeneuve? Oui, Jacques Villeneuve ne voulait pas se marier au Québec parce qu'il sa femme, Johanna Martinez, ne pouvait pas prendre le nom de Villeneuve pour ce qui est des droits civils. C'est interdit au Québec depuis 1981. Alors, notre question est la suivante. Mariage au Québec, est-ce que la femme devrait porter le nom du conjoint? Quelle excellente question. Quelle excellente question. Stéphane, est-ce que... Ben non. Est-ce que ta conjointe porte ton nom? Jamais. Non? Premièrement, est-ce qu'elle le mérite? Terrible. Tu l'as pas vu venir? Moi, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre qu'elle ferait une bonne affaire, mais bon. Peut-être qu'elle ne veut pas le porter non plus. Je pense que ça se peut. Quand on connaît la dynamique de son couple, en tout cas celle dont il nous fait part régulièrement. En dehors des ondes, n'est-ce pas? Fait qu'on va écouter ça, Dave. C'est un vieux jeu ou c'est de garder ses traditions? Oui, une position, ça suffit. Dès midi. Merci, Dave. À la prochaine. Bye. Alors, là, c'est vrai qu'on va à la pause, j'espère. Alors, la question aujourd'hui, c'est doit-on promouvoir l'enseignement de l'anglais dès la première année du primaire? Merci et bonne pause.
Alors, au chapitre des courriels, toujours des courriels aussi brillants les uns que les autres. Ici, Bernard Custeau, 38 ans, de Magog, nous dit, premièrement, Jean Dorion est dû pour sa retraite, car il ne convient plus à la réalité d'aujourd'hui. Et lui, il a un fils qui termine son primaire cette année. Il a été inscrit à l'anglais enrichi et il est pratiquement bilingue. Et lui, il suggère qu'on enseigne l'anglais dès la maternelle. Bravo. Et puis moi, il y a quelqu'un aussi qui nous écrit de Otterburn Park et qui nous dit qu'il existe des écoles qu'on appelle Vision School, qui enseignent le français, l'anglais et l'espagnol. Bon. Et il dit, je ne vois pas pourquoi on empêcherait nos enfants d'apprendre et d'avancer dans la vie. Moi, ce que je trouve que ces espèces de francophones purs... bornés. Pure souche, bornés. En tout cas, c'est genre... Oh oui, ce qu'ils font, ils ne font en fait que faire de l'injustice, que de perpétuer une injustice sociale. Plus les gens vont être éduqués, plus les gens vont connaître de choses, plus ils ont des chances d'avoir des positions intéressantes dans la société. Les petits franco-franco qui vont continuer à savoir juste le français dans 10 ans ou dans 15 ans, ils vont être comme une sous-catégorie dans la société. Et ça va continuer à faire perpétuer des injustices sociales. Fait que je vois pas pourquoi ils prêchent ça. C'est pas du tout pro-Québec. C'est pas intelligent. C'est pas rendre service, en tout cas, à ces enfants. Alors, on s'adresse maintenant à Brigitte de Rivière-du-Loup. Bon matin, Brigitte. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants là-dedans? Ben, moi, je suis pas d'accord avec votre idée parce que je me dis qu'ils commencent par apprendre le français comme il faut, puis après ça, on verra pour l'anglais, non? Mais il faudrait qu'un n'empêche pas l'autre, là, dans un monde idéal, qu'on puisse à la fois parler bien français et bien anglais. Ça se peut, là? Oui, le parler, oui, mais l'écrire, c'est une autre chose. Oui, mais l'apprentissage de la langue maternelle, il me semble, ça commence à la maison. Oui, c'est sûr. Mais quand que tu regardes tes enfants qui chattent sur l'ordinateur, puis que regarde, t'as quasiment de la misère et des fruits. C'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est un mal qui est mondial. Même en anglais, quand on chatte, on fait ça en abréviation aussi. Là. Mais en même temps, on peut se dire que les gens n'ont jamais autant écrit. Ouais. Oui. On peut par symbole. Contre, comme moi, ma fille, elle va à l'école, elle est en première année, puis c'est une école internationale ici à Rivière-du-Loup. Oui. Puis elle apprend l'anglais en première année. Mais c'est bien. Oui. C'est bien. Puis ils n'ont pas le droit du tout de parler en français dans le cours. Je trouve ça quand même bien, mais sauf que je me dis, commencer par parler puis écrire bien le français, puis on verra pour une langue seconde. Moi, je suis assez d'accord avec vous, mais un exclut pas l'autre. Le cerveau d'un enfant est capable de faire oui, à cet âge-là, oui. Plus on attend pour l'apprentissage d'une langue, pire c'est. Plus mais en même difficile. temps, ça remet en question tout le système d'éducation au Québec où il y a des grandes lacunes. Tu sais, le français, il y a plein de matières qui ne sont pas enseignées d'une manière aussi correcte qu'on voudrait. Alors, si on ajoute l'anglais à ça... Mais c'est vrai que le français est mal enseigné. Comme le disait Brigitte, on devrait peut-être renforcer l'enseignement du français, mais ça n'empêche pas l'anglais. En fait, il faudrait renforcer l'enseignement presque de toutes les matières. Oui. Merci, Brigitte. Au revoir. Alors, on s'adresse maintenant à Grégory de Longueuil. Bonjour, Grégory. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je dis qu'on devrait l'enseigner dès le primaire. Oui? Automatiquement. Vous, êtes-vous bilingue? Oui, je suis bilingue, parfait. Puis vous avez appris l'anglais à quelle époque, à peu près? Ben, moi, j'ai appris, quand j'allais à l'école au primaire, j'étais dans une école... anglophone? Que l'anglais n'était pas enseigné. Puis après ça, j'allais à l'école parce que l'anglais, c'était semi-anglais, semi-français. Oui. Il y a une loi qui s'est passée, ils ont été obligés d'enlever les cours en anglais. OK. Comme l'école était moitié anglaise, moitié français. Alors tout le monde est allé à Heritage High School. Oui. C'est une école pas loin de Otterburn Park d'ailleurs. Je crois que l'école Harvey 1, ça s'appelait. Oui. Ils ont enlevé tous les étudiants qui étaient anglophones et tout. Puis là, mon anglais s'est dépassé. Mais quand je suis arrivé à l'université, l'enfant, c'est là que j'ai des problèmes. Oui. À cause qu'en vrai, elle n'avait pas été enseignée correctement au secondaire et au primaire. J'arrivais à l'université, j'avais des livres à lire, et j'avais de la misère, suivre les travaux. Écoute, t'as des rapports des fois à faire, à des TP qu'on avait à faire chaque semaine, 3-4 pages et tout. C'est tellement vrai, Grégory. Moi, quand je suis arrivé à la maîtrise, là, à Boston, la première semaine, j'avais 5 cours, j'étais à temps plein, puis mes 5 profs, on avait 5 livres, ça d'épais à lire par semaine. C'est où ce que j'ai fait? J'étais allé à la bibliothèque la première semaine, j'étais allé aux toilettes, parti à broyer. Non, mais vraiment, là, on n'est pas équipé quand on sort de nos écoles. C'est pas des farces. Mais je te dirais aussi en même temps qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont même pas capables d'écrire le français à l'université. Ils sont obligés de faire des cours spéciaux. Là, mais là, comment vous en êtes sortis, finalement? Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que... Comment c'est l'histoire est arrivée? C'est que j'étais dans une école où j'étais allé. Il y avait une affaire qui s'appelait ESL, English as a Second Language. Oui. Puis ils m'ont mis là-dedans pendant une année de temps, où j'étais presque obligé de suivre... Puis là, c'est là que vous avez rattrapé. Où j'étais obligé de me réadapter à écrire en anglais vraiment intensivement, parce que c'est pas la même affaire. Quand tu as comme 4-5 pages écrites avec pas trop d'orthographe, avec un langage qui n'est pas similaire avec ce qu'on est habitué d'écrire, il faut être prêt. Il faut être prêt, puis l'école ne nous outille pas pour ça au secondaire, je trouve assez. Ni pour le français, ni pour l'anglais. Je suis d'accord avec vous. Ben, merci, Grégory. Merci. Au revoir. Alors, Isabelle de Montréal. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, vous? Tout d'abord, je suis d'accord avec ça.
Sauf que le problème, c'est que, bon, moi, j'ai 24 ans. Oui. Donc, à partir de la 4e année du primaire, j'avais des cours d'anglais. Puis quand je suis sortie du secondaire, je n'étais pas bilingue, mais pas du tout. Donc, moi, ce que je suggère, c'est mettre beaucoup plus d'heures aussi dans l'anglais. Pas juste, admettons, faire des cours d'anglais, mais le pratiquer. Oui. C'est surtout ça l'important. Oui. Puis, comme moi, j'ai une collègue de travail qui vient du Maroc, elle m'expliquait qu'eux autres, dans leur école, tous les cours de sciences se donnaient en français et les cours de langue, c'était en arabe. À la maison, c'était en arabe. Et elle parle très bien, tu sais, l'arabe et le français. Puis, dernièrement, ils ont changé le système au Maroc. C'est rendu que le français, c'est une langue seconde seulement. Donc, c'est juste un cours de français, c'est tout. Et puis, ses nièces et ses neveux ont de la difficulté à parler en français. Oui. Ils sont même mal à l'aise, donc ils ne maîtrisent pas, quoi. Oui, puis ça ferme des portes, parce que pour l'Afrique du Nord, c'est important le français. C'est un des pays de culture francophone aussi. Ben, merci Isabelle. De rien. Au revoir. Bye. Alors, Janine de Montréal. Bonjour, Janine. Oui, bonjour Monsieur Gendron, bonjour Madame. Bonjour. Je veux vous parler juste vis-à-vis des expériences que moi j'ai acquises, disons au cours des années. Oui. Avec mes enfants, par exemple. Ok. Elles sont parties à l'école protestante. Oui. Et disons, j'en ai 2. Ils ont été à l'école protestante, puis ils ont appris, pardon? En anglais? Oui. En section française. Oui, OK, oui. Puis on leur donne des cours d'anglais. Oui. Chaque jour, dès la maternelle. Donc c'est intensif. Et puis ceux qui sont d'expression anglaise, on leur donne des cours d'anglais. Vous comprenez? Le français, ils changent. Oui. Puis les résultats sont bons. Quand ils sont finis, là, ils sont parfaitement bilingues. Oui. Et comme je pourrais dire, ma nièce, par exemple, elle est allée à la Polytechnique. OK, elle a étudié, elle a été à l'école de Maisonneuve. Les autres sont partis à Brébeuf. Et puis, après, ils se sont rendus à l'université McGill, etc. Ben oui, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ben oui, merci, Janine. Je suis d'accord avec madame, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est important d'aider. Exactement. Et c'est tout le temps qu'on a. Merci, Janine. Merci. Et on vous souhaite tous une belle fin de semaine. Bilingue. Week-end est un mot français. Ah oui? Excellent week-end. Es-tu sûr de ça? As-tu demandé à M. Gene Dorian de la St. John the Baptist Society? C'est dans le dictionnaire. Je pense que fin de semaine n'est pas francophone. Let's get together, my friends, and have a nice week and see you Monday if God is there. Chaque femme peut interpréter ça à sa façon, selon ses valeurs. C'est un peu comme la charia. Selon sa vie du moment. Oh. T'es plein de mauvaise foi parce que t'es plein d'émotions mal contenues. Oui, c'est vrai. C'est toujours dur, les départs de collègues. Enfin, mais qu'est-ce que on va passer au travers. Alors, je pense. Vous avez peut-être vu dans les journaux depuis hier, il y a une réunion étrange qui se passe à Ottawa, en banlieue. C'est le groupe Bilderberg qui a été fondé en 1954 par les grandes têtes couronnées. Et les grands Richards de cette planète, je parle pas de Richard Desmarais, là, je parle de ceux qui contrôlent. Vous savez, il y a toujours eu des rumeurs à l'effet qu'il y avait un culte occulte et satanique. Un gouvernement mondial, le gouvernement mondial, les Illuminati, 666, Ordo Seculum Spectrum sur le dollar américain, l'œil qui vous regarde, les francs-maçons et tout ce que vous voulez. Alors, ces gens-là sont réunis à Ottawa, Rockefeller et compagnie, la reine Béatrix des Pays-Bas devrait être là. Qu'est-ce que tu en penses? Il doit y avoir de puissants hommes d'affaires. Oui. Mais est-ce que ça devrait être public, ça, ou si ça nous regarde pas? Oh non, moi, je trouve que ça nous regarde. Moi, je pense que c'est important qu'on... Je trouve que... Je sais pas ce que ça va changer qu'on le sache, là, mais je trouve que c'est important qu'on le sache. Moi, quand je vois, par exemple, les limousines défiler avec les vitres... Non, avec les... Ça m'excite pas. Avec les vitres teintées, je me dis, comme c'est étrange. Pourquoi? Et j'ai entendu aussi un porte-parole aujourd'hui. Je peux-tu te dire que je les comprends, ces gens-là? C'est un caractère de secret. Oui, je les comprends. Qui est louche. On n'est pas dans des... L'apparence de secret dans nos sociétés, c'est toujours louche maintenant. Puis je peux comprendre pourquoi. Ouais. Mais oui, tout à fait. Et je voyais hier une espèce de représentant des relations publiques. Bienvenue à tout le monde à l'Avocat et le Diable. Vendredi le 9 juin, beaucoup d'émotions sur le plateau et on souhaite bon succès à nos collègues Jean-François Barry, Marie-Soleil Michon et Caroline Proulx qui quittent coûte que coûte Caféine pour aller relever de nouveaux défis dans d'autres réseaux. Oui. Exactement. Alors, ce matin, comment allez-vous dans ce jour de pluie, ma belle Geneviève? Pas trop mal, mon excellent Stéphane. Pas oui, trop mal. Excellent. Moi, c'est le contenu, puis toi, c'est le contenant. C'est ça. Bien là, on change. On peut alterner. Un peu alterner, c'est ça, interchanger. Dans nos petites nouvelles ce matin, toujours les imbécilités du jour. Alors, on apprend que Karla Homolka voulait s'appeler Tremblay. Attends, mieux encore. Émilie Chiara
Tremblay. Ou Chiara. Ça, je trouve ça a l'air d'un nom d'actrice porno, danseuse, tu trouves pas? C'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, tu sais que pour changer de nom, ça prend des raisons très strictes et c'est pourquoi ça a été refusé par le directeur de l'État civil. Ça prend un motif très sérieux. Premièrement, quand le nom est très difficile à prononcer, par exemple, quelqu'un vient d'un pays étranger et veut se fondre dans la masse, et quand on s'appelle Abou Moussa Belzarkaoui, ça peut aider au changement de nom. Abou Moussa Belzarkaoui, moi, je l'ai pratiqué au moins 30 minutes devant celui de son homme. Mais c'est quelqu'un qui disait ça dans notre meeting ce matin, puis je trouvais ça assez juste. C'est vrai qu'au Québec, il y a des lois pour empêcher tout le monde de faire. Il faut toujours que les gens soient enrégimentés dans quelque chose. Et là, au Québec, on n'a pas le droit. Donc, en fait, Tu aimerais ça porter le nom de ton chum, toi? J'aurais pas de mal avec ça, mais la question, c'est pas ça. Une féministe qui vient de dire ça, est-ce qu'on peut remettre le tape, s'il vous plaît? Oui, mais le féminisme ne tient pas à des détails de la sorte, là. C'est des symboles? Oui, c'est des symboles, mais ça peut aussi être des détails. Je veux dire une chose que je trouve encore plus confondant dans le cas de Jacques, c'est qu'il se fait un représentant de la loi et l'ordre, il aime la tradition. Oui. C'est pour ça qu'il veut que sa femme garde son nom. Puis tu sais qu'il l'a mariée mais par ailleurs, il l'a mariée enceinte. C'est ça que et après 6 mois de fréquentation, c'est quand le divorce? Je sais pas si je parle. Puis lui, il trouve ça que l'idée du divorce est terrible, mais moi, c'est l'idée de se présenter comme un traditionnaliste et de se marier alors que sa femme est enceinte. J'ai un peu de misère. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Penses-tu que c'est un mariage forcé, cette affaire-là, vu qu'elle est enceinte? Non, je pense que Jacques a les moyens de s'organiser avec des grossesses non désirées. Oui. Excuse-moi. Si c'était le cas, je pense qu'il y a les moyens. Tu dis que les féministes ne tiennent pas à garder leur nom nécessairement, mais est-ce que les féministes ont renoncé au port du soutien-gorge aussi? Pas du tout. Je ne suis pas les féministes, premièrement. Non, je parlais des féministes. Je sais pas ce que j'en... Tu sens visé quand on parle des féministes? Non, mais écoute, je suis féministe, mais je ne suis pas les féministes. Ouais. Et en même temps, le féminisme, c'est pas un dogme. C'est pas comme la religion catholique. Miroir à bout de oui. Ou si le parent est assez imbécile pour appeler son enfant spatule. Comme c'est arrivé au Québec, un enfant s'appelait Spatule, le directeur de l'État civil a refusé l'enregistrement. Ou quand on est un ancien délateur et on veut pas se faire tuer par les Hells, on peut changer de nom. Mais Carla, c'est une belle sentence de garder son nom, ça, dans la société. En fait, c'est d'assumer les gestes qu'on a commis. Oui. Carla Homolka, je pense pas que ce serait légitime que cette femme-là puisse se promener en toute impudence, surtout quand on sait que les tribunaux il y a eu des erreurs. En fait, des erreurs. Un laxisme, là, je pense qu'on peut, un certain laxisme, ou le fait que les tribunaux se soient entendus sur son dos, là. Oui, mais sur son dos? Ils se sont entendus, oui. Moi, ce qui m'inquiète au Canada, c'est que Carla Homolka, moi, je pense, en tout cas, qu'au Québec, elle est devenue un sexe symbole. Arrête. Pour des pervers? Oui. Pour des pervers, mais pas pour des gens normalement constitués, là. Excuse-moi, un homme normalement constitué, il ne traite pas sur une meurtrière. Non, je te jure, on ferait un sondage dans l'anonymat, là. Gardons le nom anonyme, on serait surpris des résultats. On serait surpris des résultats. Alors, parlant d'un esprit tordu à l'autre, Jacques Villeneuve ne veut pas se marier au Québec parce que pour lui, la femme doit porter le nom de son mari. Apparemment, c'est bon pour les valeurs familiales et c'est bon pour élever un enfant que la femme abdique son nom. Comprends-tu ça, toi, cette affaire-là? Qu'est-ce que tu penses que je pense de ça? C'est arriéré. Est-ce que tu veux vraiment mon avis là-dessus? Depuis les années 80, qu'on n'a plus le droit pour la femme de changer son nom En fait, un gars qui venait faire du damage control, à mon avis, un gars qui avait été très près de Brian Mulroney à l'époque, ou du Parti conservateur, et qui disait, dans ces réunions-là, jamais n'est sortie une idée vraiment importante qui a changé quelque chose ou qui a eu un rapport avec des événements politiques. C'est sûr que Jean Chrétien assistait à ça à l'époque. Peut-être. Moi, je suspecte, tout d'un coup, qu'on va là-dedans, à cet hôtel-là, puis c'est un gros gangbang, au fond. Oh, Stéphane, ça, c'est tes obsessions personnelles que tu ne cesses de nous mettre dans la figure. Dans la figure? Oui, continue. Ça, c'est comme la une du journal Summum du mois dernier. Vous savez, c'est une revue du mois de juin. Summum avec des belles filles. Et la manchette, c'était « Cet été, faites gicler votre crème solaire ». Alors, parlant de giclage, on va parler du Parti québécois qui continue à gicler ses idées à gauche et à droite après avoir ouvert une brèche dans l'enseignement privé. Doit-on retirer les subventions à l'enseignement privé? Monsieur Sylvain Simard, député dans le coin de Sorel, a décidé de faire marche arrière. Il faut éviter ce débat-là. Pourquoi, d'après toi? Il fait marche arrière parce qu'il voit que c'est pas payant en plan électoral de lancer des affaires comme ça puis que c'est pas important à ce moment-ci. C'est gênant aussi. Quand tu sais que Boisclair est allé à Brébeuf... Ça n'a rien à voir. Quoi? C'est subventionné, Brébeuf? Oui. Tu y es allé et j'y suis allé. Ah, et Sylvain... Dans le temps que les filles étaient acceptées, tu es allé là, toi? Au cégep. Plusieurs années avant toi. Mais ce que je veux dire sur Sylvain Simard, il peut flaser tant qu'il veut là, dans son volte-face. Flaser? Flaser, là, tu sais. C'est des flatulences? Non, les Québécois comprennent ce que ça veut dire.